Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je m'appelle Cécile Tovel et tous les 15 jours, j'invite des personnes passionnées et passionnantes. Dans ma saison 1, vous pourrez retrouver des épisodes où nous décortiquons comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. On parle beaucoup de l'équilibre et surtout du déséquilibre pro et vie perso. Dans ma saison 2, j'ai décidé de me spécialiser un peu plus et j'ai choisi d'interviewer des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série qui est diffusé gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et bien d'autres plateformes, ainsi que sur la chaîne YouTube de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. La Minuterie, c'est l'entreprise que j'ai créée avec mon mari Antoine en juin 2012. Vous comprenez donc le sujet des couples qui entreprennent ensemble. En tant que dirigeante, je me forme continuellement et notamment auprès de l'APM. L'APM, c'est l'Association pour le progrès du management. Et c'est à la convention de l'APM en mars 2023 à Nantes que j'ai rencontré Michaela Merck. Son intervention, que je peux qualifier de vrai show, m'a ébloui. J'ai absolument voulu la faire intervenir dans mon club APM au Havre. En février 2023, nous avons donc eu la chance de vivre une journée exceptionnelle sur le thème « Réussir à développer son leadership grâce à l'intelligence relationnelle ». Encore une fois, quelle journée! J'ai appris et noté beaucoup d'actions que je mets en place progressivement dans mon entreprise. Et je voulais donc vous faire découvrir Michaela. Avant de commencer l'épisode, je vais vous en dire un petit peu plus sur Michaela Merck. Vous l'entendrez peut-être, dans l'épisode, elle est originaire d'Allemagne et a un très léger accent. Michaela vit en effet à Paris depuis plus de 25 ans. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du luxe. Elle a en effet occupé des postes à responsabilité dans des entreprises internationales, notamment en tant que directrice du marketing chez L'Oréal, directrice retail chez Marionneau et directrice générale chez Estée Lauder. Et c'est désormais une conférencière primée, une coach et experte en leadership, expérience client et intelligence relationnelle. Place à l'épisode du jour avec Michaela Merck. Bonjour Michaela et bienvenue sur Popin. Bonjour Cécile et bonjour à tout le monde qui écoute. Alors, ma question signature, Michaela, c'est qu'est-ce qui te donne la pêche dès le matin? Ah, c'est une excellente question, hein, parce que je pense que la pêche, c'est super important à avoir, hein. Alors, ce qui me donne vraiment la pêche, c'est quand je me lève et je me dis, j'ai une action devant moi ou un projet qui donne du sens Mhm. et qui me passionne en même temps. Et ça, pour moi, bon, il y a beaucoup de choses, mais ce qui m'anime énormément, c'est la transmission aux autres. Et ça peut s'articuler dans différentes manières. Alors, comme tu sais, un de mes métiers, c'est conférencière professionnelle. Donc là, on transmet un peu en mode one to many, many. Ça peut aller jusqu'à 1500 personnes, 2000 personnes, des publics françaises ou des publics très internationaux. Et ce qui m'excite, c'est quand j'ai dans la journée une conférence devant moi, je me dis, ah, c'est génial, je vais découvrir un nouveau public et je vais pouvoir passer mes messages, je vais pouvoir les impacter, je vais pouvoir les motiver, je vais pouvoir les inspirer, peut-être même les influencer. Et ça, devant des publics divers et variés, parce que j'interviens pour beaucoup, beaucoup de secteurs industriels différents. Donc moi, voilà, ça me donne vraiment la pêche quand je me dis, j'ai une keynote devant moi. Deuxième forme de transmission, c'est plus en profondeur peut-être, sous forme de formation que je peux faire. Et c'est comme ça aussi quand on s'est rencontrés, quand j'ai animé une formation à l'APM sur le leadership, sur l'intelligence relationnelle, ou ce que je fais aussi beaucoup, c'est tout ce qui est l'expérience client, la relation client. Donc ça aussi, je trouve ça très beau en fait de te pouvoir donner aux autres, de
pouvoir peut-être les faire grandir avec tes propres recettes, recherches et aider à un autre public d'améliorer les choses. Et troisième façon pour moi de transmettre qui m'excite aussi, c'est auprès des jeunes, donc, parce que j'exerce aussi ce métier de professeur en école de commerce à Audencia. Et c'est vrai que quand j'ai une journée de... Ils peuvent être longs, hein, ça peut être même 7 heures parfois de transmission, mais moi, ça ne me fatigue pas parce que je vois que c'est tellement utile de préparer ces jeunes à leur future vie d'entreprise, leur future carrière. Merci pour le partage. Et en effet, avec ça, tu ne peux qu'avoir la pêche et le sourire dès le matin. Donc, c'est Ouais. très chouette. Aujourd'hui, nous abordons le thème du leadership bienveillant. Comment les Mhm. managers peuvent favoriser un environnement de travail positif. Alors ça, c'est Mhm. quand j'ai eu ce thème en tête pour cette semaine de la qualité de vie au travail qui est en juin 2024. Mhm. Je me suis dit, oh là là, sur ce thème, il faut absolument que j'invite Michaela. Parce que comme tu l'as dit, j'ai eu la chance de t'avoir en formation pendant toute une journée. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une journée de Ah. podcast, mais évidemment une dizaine de minutes. Mhm. Et donc, je vais te poser quelques questions, mais évidemment, on invitera les auditeurs à te contacter s'ils veulent vraiment en savoir plus sur tes recettes miracles. Alors, selon toi, quels sont les défis du leadership? Mhm. Alors, le leadership bienveillant, hein, parce que c'est vrai que j'ai envie de souligner ce mot qui est tellement important, qu'on utilise souvent hein, et qui est un peu vulgarisé, mais qui est très, très important quand même pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Parce que pour moi, le leadership bienveillant est très comparable finalement à la vie de couple, hein. Toi, dans le podcast, tu parles beaucoup du couple, justement. Et pour moi, c'est ce couple manager et collaborateur. Et ça peut uniquement fonctionner s'il y a du respect mutuel pour l'un et pour l'autre. Alors, si on regarde d'abord peut-être le manager bienveillant dans son leadership, il doit accepter aussi la différence de ses collaborateurs, différence à la fois culturelle, différence dans la façon de travailler, parce que parfois on peut arriver jusqu'à un objectif, mais en prenant peut-être différents chemins. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Et il faut aussi que le manager accepte que ses collaborateurs sont parfois peut-être moins performants que lui-même sur certaines choses. Peut-être sur d'autres, ils sont plus performants, mais il doit accepter ça. Et un manager ou un leader bienveillant, c'est quelqu'un qui va identifier justement peut-être les faiblesses ou les territoires de développement du collaborateur et il va lui permettre de les faire grandir dans les bons domaines. Et ça, je dirais, c'est aussi un peu un accord mutuel. Parce que si le manager veut former un collaborateur dans un domaine, mais le collaborateur, ça l'intéresse, mais absolument pas, franchement, absolument pas, bah, dans ce cas-là, il va être mauvais. C'est du temps perdu, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, un leader bienveillant, il identifie les talents, identifie où il a envie de les faire grandir encore plus. Et c'est là où il va obtenir une performance absolument phénoménale et durable. Le deuxième, c'est peut-être encore quelque chose à rajouter sur le manager. Si après le collaborateur augmente sa performance et devient vraiment mieux, s'améliore étape par étape, il peut tout à fait le féliciter et dire bien, bien fait, bravo. Bah, il a tellement de manières de féliciter quelqu'un et ça fait à la fois du bien et ça aussi, ça fidélise. Et ça fait du bien aux deux en plus, pas forcément que à la personne qui Exactement. reçoit. Ça fait du bien aux deux. Voilà, ce qui contribue un peu à ce happiness factor, peut-être. Mhm. Deuxième, donc c'est le collaborateur. Le collaborateur, lui, il s'engage à rentrer dans une entreprise. Donc, pour moi, même le collaborateur, il peut exercer un leadership bienveillant dans le sens où il va respecter les règles de l'entreprise et il va respecter aussi les valeurs de Oui, l'entreprise. Et pas tout le monde est fait pour les mêmes types d'entreprises. tout à fait. Et ça, j'encourage toujours les dirigeants de contrôler, peut-être d'essayer de le détecter déjà au moment du recrutement, parce que c'est pas que les compétences qui font la différence.
ce qui fait même plus la différence, c'est déjà au début, est-ce que ce collaborateur est vraiment fait pour nous ou pas? Euh, Inné, en lien avec ses propres valeurs. Et uniquement dans ce contexte-là, un collaborateur va pouvoir collaborer dans le bon sens avec ses collègues, va pouvoir travailler de manière efficace sur des projets, aboutir les projets. Et moi, j'ai eu dans ma carrière de dirigeant d'entreprise, parce que j'étais par exemple directrice générale chez Estée Lauder, directrice marketing chez L'Oréal, et à chaque fois, je me suis rendu compte que des collaborateurs qui n'étaient pas en ligne avec les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était comme des cailloux en fait sur le chemin qui bloquaient tout, qui mettaient tout en question, mais qui étaient voilà, négatifs, qui tiraient tout vers le bas. Et au final, les projets échouent, arrivent pas à échéance à temps et ou mal. Et donc avec ça, on peut pas concourir contre les autres. Donc ça, pour moi, c'est le leadership bienveillant, mutuel dans les deux sens. Le manager d'un côté et le collaborateur de l'autre avec toutes ses valeurs et évidemment aussi ses compétences, mais les valeurs sont essentielles. Hmm. Alors moi, ce que j'ai retenu de la formation que tu nous as faite pendant une journée, ce sont les 5 compétences clés, les anneaux. Alors j'aimerais bien que tu puisses nous en parler. Alors évidemment, brièvement, ça va être frustrant pour les auditeurs, mais j'ai trouvé que tu les avais très très bien choisis. Et puis en plus, en cette année olympique, Ah. forcément, voilà, c'était parfait. Alors voilà, quand tu dis 5, effectivement, quand j'avais mené la recherche sur l'intelligence relationnelle en entreprise, bah, je me suis poser la question, quelles sont les compétences clés qui permettent à un dirigeant de créer des relations tellement fortes avec son écosystème. Et l'écosystème, c'est large, hein, c'est ses collaborateurs d'abord, mais après aussi les fournisseurs, les partenaires, les contributeurs dans un système de franchise. Ça peut aller très loin. C'est vraiment les franchiseurs franchisés qui après achètent peut-être le système, le concept. Et qu'est-ce que je peux faire pour créer des connexions très, très, très puissantes, durables, notamment dans une période peut-être difficile, quand on vit une baisse en économie, une crise telle qu'on a vécue pendant le Covid. Ça peut être aussi quand il y a des fusions et acquisitions d'entreprises, où il y a deux cultures d'entreprise qui se rejoignent, ou pas d'ailleurs. Et, euh, et sur tous ces moments au départ d'un dirigeant, tout ça, ce sont des moments très fragilisants en fait en entreprise, que j'ai d'ailleurs vécu un peu tous dans mes 15 années où j'étais dans des gros postes dans les groupes internationaux. Et j'ai observé que uniquement si on arrive à souder tout le monde de manière durable, même avant la crise, c'est là où on parcourt la crise beaucoup mieux. Alors, au final, c'est quoi? Donc, ces 5 compétences. Je vais juste les mentionner parce qu'effectivement, c'est des journées, même une journée, on avait fait ensemble à l'APM sur ce thème. Mais ça commence déjà avec l'empathie, la capacité de se projeter vers l'autre et d'identifier la différence des collaborateurs qui travaillent avec moi. La deuxième, c'est cette capacité de créer de la confiance, une confiance mutuelle d'ailleurs. Ça commence avec peut-être la confiance en soi et après la confiance aussi des autres. Ensuite, quand on va plus loin, c'est aussi cette capacité de partager sa passion, passion pour son métier, pour son entreprise, pour ses clients, pour bah, la collaboration avec les autres, tout simplement. Après, très important aussi la capacité de générer de la gratitude. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que dirigeant pour que les autres qui travaillent avec moi me disent merci? Et sincèrement, Cécile, souvent, ça m'est arrivé que les dirigeants, ils ont dit, mais ah oui, mais je réalise qu'on ne me dit pas souvent merci, en fait. C'est plutôt rare. Et quand on dit merci, bah, il faut que quelque chose de particulier se passe. Et ce particulier est justement souvent le sur-mesure quand quelqu'un a l'impression c'était vraiment important pour moi maintenant, cette action. C'était pas standardisé, c'était pas quelque chose qu'on pratique tout le temps auprès de tout le monde.
Et le dernier et cinquième levier, c'est la capacité de rendre les personnes fières, en fait, fières de travailler pour l'entreprise et fières adhérer comme à une famille, une grande famille, encore une fois, sur les valeurs. Et voilà, si les cinq sont vécus dans chaque interaction, on peut arriver à ce que ces anneaux olympiques se transforment même peut-être en or. Ça veut dire que je suis performant. Ça veut dire que j'ai une entreprise extrêmement stable pour parcourir les moments les plus difficiles. Hmm. Tu vois, j'ai mon cahier encore avec les anneaux. Je l'ai mis parce que Fabuleux. comme c'était aussi un enregistrement pour YouTube en parallèle du Ouais, podcast, comme ça, les gens ouais. les apercevront. Je les répète parce que je pense qu'il faut bien les mémoriser. Donc, on a faire preuve d'empathie, on a Mhm, partagé sa passion, mhm, on a généré de la gratitude, mhm. créé de la confiance C'est et ça. stimulé de la fierté. Absolument. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai créé, quand j'avais fait la recherche sur la quête de ces qualités, je me suis rendu compte que à la fois, c'est quand même des talents qui sont au fond de nous, mais qu'il faut absolument amplifier, qu'il faut absolument réveiller dans chaque interaction. Et du coup, on transforme, ou c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas dans mes formations, c'est d'abord, on détecte ces talents. On les réveille, on les transforme en compétences. Ça veut dire que pour que ça soit totalement conscient, je le sais. Après, chaque grand sportif qui a gagné des médailles d'or, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, un athlète, un skieur qui descend les pistes. Eux, c'est plus une compétence en fait, c'est un réflexe. Et le Mhm. réflexe, ça, c'est quand j'arrive à un stade où je le pratique tellement souvent que je le vis. Je le vis et je le vis avec conscience. Et là, voilà, ça c'est l'état ultime d'un grand sportif. Et je pense des entreprises qui sont performants dans leur leadership, bah, ils sont comme des grands sportifs olympiques qui vont récolter les plus belles médailles. Donc de là, après, ma volonté de les assembler dans cette image de la plus haute performance sportive. C'est super. C'est top. Enfin, je voulais aussi que tu puisses me partager peut-être un exercice pratique. Mhm. J'ai aussi, tu avais été très pragmatique puisque tu nous avais demandé d'écrire. Je le montre aussi encore. Voilà. Et moi, j'ai écrit pas mal, on voit, hein, d'actions que je voulais mener. Et tu vois, Ah, ça me fait j'en ai. plaisir de voir toutes tes notes. Ça veut dire que c'était utile. J'en ai déjà appliqué une. On a fêté aujourd'hui plus de 1000 inscrits en un mois à la conciergerie La Minuterie. Et tu vois, j'ai fait un vocal pour fêter ça auprès de mes équipes, puisqu'on s'était donné un challenge il y a un mois, voilà, d'avoir plus de 1000 inscrits en un mois. Donc, on a réalisé ce défi. Je ne sais même pas te Bravo. dire combien exactement, mais voilà. Donc, le fêter, stimuler la fierté dont tu parlais et puis se féliciter mutuellement, c'est très important. Et est-ce que toi, tu aurais un exercice pratique que tu aimerais partager? Je pense même pas que j'en ai parlé pendant la journée, mais je me suis dit là comme ça, comme c'est quelque chose qui est immédiatement applicable, euh, la meilleure façon pour connecter avec les autres, quelle que soit d'ailleurs la situation, ça peut être même dans la rue, c'est le sourire. Hmm. Et peut-être tu t'es rendu compte et tout le monde qui écoute se rend compte aussi quand on se balade dans la ville ou dans les transports publics, les gens souvent ils tirent la tronche. Souris pas. Mais quand on sourit après, souvent, et on regarde la personne, bah souvent on récolte en fait un joli sourire. Ouais. Donc on peut en très très peu de temps transformer voilà, une mauvaise humeur en quelque chose de souriant. Et c'est là où il y a une connexion qui se passe. Après, pas tout le monde a envie de sourire tout le temps, notamment quand on est dirigeant, par exemple, et on est devant une grande négociation ou une annonce importante. Euh, on connecte beaucoup plus facilement avec son public si je suis souriant, avec ce sourire authentique, que si je fais ça avec un visage sévère. Alors là, il a un petit conseil à donner pour faire un piège à notre cerveau. C'est quand on prend un stylo et je le mets dans la bouche pendant à peu près 30 secondes, peut-être une minute, c'est encore plus efficace. Notre cerveau va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Ce mouvement où la bouche est étirée,
les yeux sont un peu plissés, il se passe quelque chose, tiens, et ça éjecte après les endorphines. Ah oui? Voilà, c'est un process hormonal qui se passe où on fait vraiment pendant, voilà, court terme, un bon petit piège à notre cerveau et du coup, on a plus de facilité de sourire. Donc, je dis ça parce que dans une négociation, par exemple, ou un discours face aux collaborateurs, c'est important de laisser une première bonne impression. Et si je commence avec un sourire, même si après ça replonge, ça va être plus facile pour connecter déjà avec mon public. Et donc, c'est quelque chose de très, très facile à mettre en place pour sourire et laisser une bonne première impression pendant les premières 30 secondes. Et puis ça s'applique quel que soit notre métier, donc c'est Absolument. super. Merci. Pour finir, est-ce que tu aurais une anecdote rigolote sur le thème du leadership à nous partager? Ah, j'adore les anecdotes. En fait, moi, je pense que les hommes et la nature, on a beaucoup de ressemblances quand même, notamment quand on observe le comportement des animaux. L'année dernière, j'étais en Kenya en été. Et en Kenya, il y a ce phénomène de la grande migration. Ça veut dire que c'est quand il y a des milliers et des milliers de gnous et de zèbres qui traversent la rivière Mara pour aller de la Serengeti au Tanzanie pour ensuite vers le Kenya à la recherche de la nourriture. Ils sont obligés de le faire parce qu'il y a trop de sécheresse dans les autres régions. Donc, ils traversent ce fleuve Mara et qui est dedans? Les dangers, les crocodiles. Mhm. Et j'ai observé comment des milliers d'animaux, de zèbres et de gnous se sont rapprochés à cette rivière et les troupeaux qui avaient des leaders, ça veut dire que souvent c'est un zèbre, un Mhm. zèbre courageux, euh, ils regardaient, mais pas longtemps, ils hésitaient, ils disaient, allez, j'y vais, je perds pas trop de temps, ils ont pris une décision et tous les autres animaux ont suivi, ligne en ligne, très proche, et ont réussi à traverser la rivière sans perte. Sans perte, ça veut dire aucun crocodile a attaqué un animal. Quelques heures plus tard, j'arrive au même endroit. De nouveau, un troupeau arrive, plusieurs milliers d'animaux, sans leader. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs zèbres, quelques gnous aussi, qui étaient proches de la rivière. Ils tapotaient dedans et on voyait très bien qu'il n'y avait personne qui voulait prendre le lead, qui voulait prendre la décision pour y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? À force de tapoter trop souvent dans la rivière, bah, les crocodiles, ils se sont rendus compte qu'il y a du mouvement dans l'eau. Par le mouvement de l'eau, ils sont atterrés. Et il y avait en 5 minutes, bah, 5, 10, 50 crocodiles dans l'eau. Donc, impossible pour tout le troupeau de traverser. Donc, ils étaient obligés après de rester sur la rive, d'attendre que la nuit tombe. Et je ne sais pas s'ils ont vraiment réussi à traverser au pas. Mais pour moi, ça montre très clairement, comme dans les entreprises, si j'ai un dirigeant qui a le courage de prendre les décisions à temps et qui n'attend pas trop longtemps, ça veut dire que action, je fais un mouvement pour toute l'entreprise et je les fais avancer en bienveillance parce que je veux effectivement que mes collaborateurs ils restent en sécurité et qu'ils arrivent à suivre. Et s'il n'y a pas de leader, ben, on n'avance pas, on stagne, voire ces entreprises-là, ils ne peuvent pas survivre. Merci beaucoup, Michaela, c'était passionnant. J'espère que nos auditeurs ont beaucoup aimé. Je les invite à aller écouter ton podcast. Tu le diras mieux en anglais parce que tu as un très bel accent. Luxury Leadership Talk. Luxury Leadership Talk, où effectivement je reçois chaque mois un dirigeant inspirant dans l'univers du luxe, qui est d'une industrie qui a beaucoup de dirigeants qui doivent prendre des décisions assez importantes, mais en même temps qui sont capables de créer des marques iconiques, mondialement connues et désirables. Bah, merci en tout cas et puis à très bientôt, Michaela. Au revoir. Merci Cécile pour tes questions et j'espère que vous avez apprécié notre échange et merci pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode du jour. Alors, qu'avez-vous appris grâce à cet épisode? Aimeriez-vous tester ces 5 anneaux? Je vous les répète, faire preuve d'empathie, partager sa passion, stimuler sa fierté, créer de la confiance et enfin générer de la gratitude.
Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, ça m'aide à faire connaître le podcast et pour vous, ce ne sont que quelques secondes. Et si vous voulez continuer à entendre Michaela, nous en avons parlé dans le podcast, elle a créé le podcast filmé Luxury Leadership Talks, dans lequel elle débat avec des PDG de l'industrie du luxe de leur vision de l'innovation, du leadership et de la réussite. Et comme je l'ai personnellement vécu, je vous conseille les conférences de Michaela, qui sont dynamiques, interactives et motivantes. Et c'est certainement parce qu'elles sont toujours conçues sur mesure, adaptées aux besoins et aux défis de l'entreprise et de son public. Pour approfondir donc sur ces sujets de conférences et son expertise, rendez-vous sur son site michaela-merck.com. Et je vous dis à bientôt sur Popin.